Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième séance. C'est l'avant-dernière avant la fin, donc la semaine prochaine. J'aimerais vous remercier si vous qui êtes fidèles, que vous soyez en live ou que vous regardiez cette vidéo. Merci de votre fidélité et c'est surtout que j'espère que ce que je vous partage sur le plan d'affaires, ça vous permet d'avancer, même si vous n'êtes pas au stade de la rédaction, mais juste que vous en avez appris beaucoup plus sur ce document qui est pardon, qui est un document qui est quand même assez important. Donc, je vais partager mon écran. Alors, j'aimerais juste rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emma Lécolocher, je suis entrepreneur, coach d'affaires et mindset et j'accompagne les entrepreneurs dans le lancement d'entreprises. C'est vraiment ma spécialisation. J'ai un parcours en administration des affaires et en sciences sociales et j'ai de l'expérience. Pardon. J'ai de l'expérience en administration des affaires et en marketing. Et ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 personnes dans la structuration et le lancement de leurs projets. Je vous mets mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire à hello@lesafropreneurs.com. Les Afropreneurs, c'est une plateforme que j'ai créée et sur laquelle je donne des conseils au niveau de l'entrepreneuriat lorsqu'on souhaite se lancer. Et puis, donc, que c'est en collaboration que j'anime ces ateliers et je vous invite dès à présent à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, les Afropreneurs, sur YouTube et sur LinkedIn. Je serai ravie qu'on puisse, s'ajouter au niveau du réseau professionnel. Voilà. Alors, avant de commencer, un petit rappel des derniers cours. Excusez-moi, j'ai deux écrans. Au premier cours, nous avons vu pourquoi il est important de rédiger un plan d'affaires. On a vu donc l'importance du résumé exécutif, c'est-à-dire la page qui est en premier sur votre plan d'affaires et qui permet de faire qui permet, comme son nom l'indique, de résumer c'est quoi votre plan d'affaires. On a fait un peu le pitch de votre idée de projet parce que, on a fait le lien que le résumé, exécutif, c'est comme si on pitchait notre projet, mais sur écrit. Au deuxième cours, la semaine passée, nous avons vu, 2 choses. Nous avons vu, hem, pourquoi et comment décrire son futur projet d'en d'entreprise, pardon. Pourquoi faire une étude de marché et savoir quelle est sa cible et ses concurrents? Je rappelle que, nous prenons comme modèle de plan d'affaires le modèle de la BDC, étant donné qu'on est au Canada et que c'est le modèle le plus répandu. Alors, donc nous sommes le mercredi 16 juillet et comme l'a dit Karine, on va parler de construire son offre et sa stratégie marketing. Les objectifs de ce cours, de cette séance de 1 heure, ça va être, d'avoir une idée claire de son produit ou service, donc de son offre, savoir comment on positionne son prix, savoir où et comment on va promouvoir son offre. Donc là, ça va être ça va être la stratégie marketing et ça va vous permettre de commencer à remplir les sections vente et marketing et plan d'opération du modèle plan d'affaires de la BDC. Comme, comme en fait je le dis, no stress, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'étape de compléter le plan d'affaires euh, que vous, qu'il faut se presser. Non, prenez le temps
qu'il vous faut. Vous avez les webinaires qui sont disponibles sur la page YouTube de Paeno. Donc, vous aurez l'occasion d'aller revoir les webinaires et puis et de compléter votre plan d'affaires lorsque ce sera le temps. Alors, allons sur définir son offre. Donc l'offre, je précise, c'est le produit ou votre service. En une phrase claire. J'ai pris cette phrase-là, je vends des formations en cybersécurité parce que la semaine passée, il y avait une participante qui était qui était dans ce domaine-là. Donc l'offre, elle doit être simplement claire. On doit savoir qu'est-ce que vous allez proposer. Donc les points à préciser, quand on est en train de monter son offre, c'est le format. Est-ce que c'est un produit physique? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un pack? Hem, hem, ou un atelier? Donc là, je vends des formations en cybersécurité. C'est vrai que j'aurais pu dire, c'est des formations, ça peut être en présentiel et en ligne. Les caractéristiques, spécifiques, est-ce que s par exemple, est-ce que c'est du bio? Si par exemple c'est de l'alimentation, est-ce que c'est produit localement? Est-ce que c'est fait main lorsque c'est par exemple des accessoires, des savons, des chandelles? Ou bien est-ce que c'est un produit digital? Avec, cet exemple, je vends des formations en cybersécurité, on se doute que c'est du digital et en fait, ensuite ce qui rend votre offre unique, l'innovation, ça peut être la saveur, ça peut être l'accessibilité, ça peut être l'expertise. Donc dans mon exemple, je vends des formations en cybersécurité, j'aurais pu mettre, qu'elles sont adaptées à un public, pour les enfants. Par exemple, ça aurait été, la chose qui rend mon offre unique. Ça, c'est les points, principaux. C'est une liste qui est non exhaustive. Ça veut dire que c'est pas limité à ces 3 points-là, mais en tout cas, je vous ai mis pour moi ceux qui semblaient être, les points principaux. Pourquoi c'est important de définir son offre? On vient de le voir qu'une offre claire, elle permet de s'adresser à la bonne clientèle, fixer un prix qui est logique et éviter de tout faire pour tout le monde. Je vais dire, oui, pour tout le monde. Hem, je pense que vous avez tous fait l'expérience que, lorsque vous allez acheter quelque chose, peu importe, si en fait c'est pas clair, vous n'allez pas acheter. Parce qu'on achète principalement à 99 des cas ce qu'on comprend. Donc une offre, elle doit vraiment être claire et elle doit, vraiment moi je vous invite à ce que à ce que ce soit ces 3 points-là et on va les voir un peu plus en détail par la suite. J'aimerais savoir s'il y a des questions, des commentaires, si c'est pas le c si vous pouvez pas parler, pardon, vous avez, le chat. Je vous invite à poser vos questions et on aura une période de questions à la fin de toute façon. Et fixer son prix. Donc ça, c'est très important. Avant de rentrer, dans cette deuxième partie, j'aimerais juste préciser que, étant donné que le webinaire, il ne fait qu'1 heure et qu'il y a que 4 séances, enfin c'est 1 heure je veux dire maximum, on peut pas tout couvrir dans les détails. Donc je répète très souvent que si vous avez des questions et si vous souhaitez qu'on aille plus profond, faites-en part à l'équipe de PAENO et laissez des commentaires pour ceux qui vont
regarder la, rediffusion. Donc on en est à l'étape de fixer son prix. Évidemment, pardon. On pense que fixer un prix, c'est quelque chose de très simple, par exemple, moi je vends, je sais pas, je vends des savons et puis je vais dire: «Ah bon, ce prix», je vais dire: «Ah, ce savon, il y a de l'huile de moringa, il y a de l'huile d'olive, il y a du beurre de karité, bon, oh je le mets à 15, je le mets à 15 dollars. Non, ça se passe pas comme ça. On ne fixe jamais un prix au hasard. Le prix, il doit être pensé. Donc comment on le pense? La règle de base, c'est que votre prix, pour un produit, ça va être le coût de revient plus la marge, plus la valeur perçue. Le coût de revient, c'est un mot, c'est une expression qui peut on comprend pas beaucoup parce qu'on se dit: mais qu'est-ce que c'est?» Et on la voit beaucoup dans la comptabilité et cetera. C'est en fait, combien vous coûte en tout le produit, enfin votre offre à produire. Donc le coût de revient, ça va être les matières, l'emballage, le transport, le temps. Je précise que c'est un calcul qui est très simple à faire et il y a un exemple en dessous. Lorsque vous vendez un produit physique, lorsque vous vendez, un produit, digital, je vais dire, plus un service, ça va être un peu plus difficile parce que quand on vend un service, si je reprends mes formations en cybersécurité, il y a pas de matière, il y a pas d'emballage, il y a pas de transport. C'est plus le temps que je vais estimer qui va composer, principalement mon coût de revient. Ensuite, au coût de revient, on ajoute la marge, donc c'est, le bénéfice. Donc la marge, ça va être, c'est vous qui allez la fixer, et est-ce qu'il y a une règle précise? Je dirais que, non, ça va dépendre de ce que vous souhaitez gagner. Et enfin, il y a la valeur perçue, ce que votre client, pardon, est prêt à payer. Je reprends mon exemple, des formations en cybersécurité. Moi, j'ai fait mon coût de revient et j'ai calculé pour préparer, une série de 4 formations parce que je les vends par pack. Ces 4 formations, je me suis dit que les 4 formations, ça me prend peut-être, ça me prend ça me prend 6 heures à les faire, peut-être 8 heures et j'ai estimé que par formation, vu qu'il y en a 4, heu, mon tarif, hein, ça me prend 250 dollars. Donc je vais dire, ça c'est mon coût de revient qui est de 250 et bah, je vais y ajouter ma marge à ça, je vais dire 150 et la valeur perçue, ce que le client, il est prêt à payer un 100 dollars en plus. Donc ça va faire 250 plus 100 et ça va arriver à 450 par formation. Donc mais il y a un exemple en dessous. Là, je vous ai vraiment donné par rapport au niveau du service. Ensuite, les éléments qui sont à vérifier lorsque, vous, fixez votre prix. Oui, on peut dire que j'ai fixé mon prix par rapport à mon coût de revient, à ma marge, à la valeur perçue, donc moi, j'ai fixé mon prix. Je vais prendre cet exemple-là, je vends des plats, africains et qui sont à emporter à 12 dollars. Moi, le 12 dollars là, c'est c'est ça, c'est la règle de base. Mais il faut vérifier certains éléments, notamment
est-ce que ton prix, il est aligné avec ton marché? Ça veut dire, est-ce que tes clients, tes clientes peuvent payer tes plats? Je vends des plats, africains, je les fais à 12 dollars. Est-ce que les gens sont c'est c'est même pas sont prêts, c'est vraiment différent. C'est pas être prêt à payer, c'est est-ce qu'ils peuvent payer? Ça veut dire est-ce qu'ils ont les sous? Tantôt, nous avons vu la valeur perçue. Donc ça va être tout votre branding. Je prends un exemple si c'est pas clair. Les marques de luxe, les marques de sacs à main de luxe, pour ne pas en citer, hem, leur prix, alors je vais prendre un téléphone que tout le monde connaît, l'iPhone. L'iPhone, ça a été révélé il y a plusieurs années, qu'un iPhone à produire, je crois ça coûte, c 100 ou 150 US. Et donc eux, c'est leur coût de revient. Ils ajoutent leur marge, au niveau d'Apple et la valeur perçue. Donc vu qu'Apple, ils ont un énorme branding, bah, ils vendent leur téléphone plus de 10 fois de ce qui leur coûte. Donc là et au niveau de leurs clients, ils s ils peuvent se payer Apple. Donc, lorsque vous avez fixé votre prix, en fait, il faut vous demander s'il est aligné avec votre marché. Donc, si votre clientèle cible peuvent, enfin, peut se payer votre offre. Quelle est votre place par rapport à vos concurrents? Ça, on l'a vu la semaine passée, mais vous allez aller sur un marché, probablement, il y aura d'autres personnes qui vont vendre la même chose que vous ou qui vont vendre des choses, je vais dire proches. Je prends mon exemple de plat, africain, il peut avoir d'autres traiteurs africains, mais il y a aussi tous ceux qui proposent de la nourriture. Il y a les fast-food, il y a, heu les personnes qui proposent de la gastronomie, qui vient d'Haïti, qui vient de la Chine, tous tous ces gens-là sont mes concurrents. Donc est-ce que je suis compétitif par rapport à mes concurrents? Et est-ce que mon prix couvre mes coûts? Ça, je le vois très souvent que les personnes se disent: «Je vais faire un prix bas pour attirer les gens». Mais quand on fait un prix bas, très souvent, il ne couvre pas les coûts. Ça peut être une stratégie, mais elle doit être réfléchie. Donc, est-ce que votre prix que vous allez fixer couvre vos coûts minimum? On ne parle pas forcément de faire un bénéfice, mais c'est de savoir si vous êtes à l'équilibre. Et donc, l'exemple avec ce plat africain qui est à 12 dollars, je vous ai mis un exemple de décomposition. Les ingrédients sont à 5 dollars, l'emballage est à 1 dollar, le temps de travail estimé, j'estime que par portion, c'est 3 dollars. Donc 5 plus 1 plus 3, on sait que ça fait 9. Donc le prix minimum que je vais demander, ça va être 9 dollars parce que ça va couvrir tous mes frais, mon coût de revient, ma marge et puis, la valeur perçue et je mets 3 dollars parce que, bah, je veux être rentable. Mais j'aurais pu mettre 5 dollars, j'aurais pu mettre 10 dollars. J'aurais pu dire: «Bah, le plat me coûte 9, une portion me coûte 9 dollars à faire, je vais la revendre à 20 dollars». Ça, c'est vous qui voyez, mais toujours aligné avec votre marché.
Je vais arrêter le partage d'écran parce que je trouve que je parle depuis un certain temps. J'aimerais savoir, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, s'il y a des commentaires, des questions, euh, de la participation. Vous avez le chat. Ça veut dire que tout est correct. Lina, Cassie, Diane ou bien Christ. Vous pouvez me faire aussi un time's up, hein, un up pour me dire que tout est correct. Bon, Je crois que tout va bien. Mhm. ouais, j'imagine aussi que tout est correct. Mais c'est bien quand il y a de la participation, là, ça fait... Il y a une question dans le chat. OK. Comment prévier le prix du temps? Ah, comment on évalue, je pense que ça veut dire comment on évalue Mhm. le prix du temps. Oui. Lina, comment on évalue le prix du temps? Ça, c'est vraiment toi. Il y a des personnes qui se fixent sur le taux horaire minimum. Par exemple, je ne sais pas c'est quoi ton idée d'entreprise. Tu es peut-être déjà entrepreneur ou tu envisages de le devenir. Euh, Ça va être, est-ce que toi, je vais prendre un exemple très classique. Tu coiffes, tu es coiffeuse et tu te dis que pour faire une certaine coiffure, ça te prend 5 heures. Et tu décides que toi, tu veux te rémunérer au salaire minimum. Je vais dire, c'est pas le cas, mais je vais dire 18 $ par heure. Donc, comment tu vas fixer ton prix? Tu vas faire 18 fois 5, ce qui fait 90, si je ne me trompe pas. Et ensuite, tu vas dire, bah ça, c'est mon prix minimum. Mais je reste debout, donc je coiffe, j'ai quand même mal au dos, je reste debout pendant 5 heures, etc. Je rajoute un 10 $. Et puis, je veux faire ma marge, donc je vais rajouter un 15 ou un 20 $ et je vais vendre la coiffure à 120 $. Au niveau du temps, c'est vraiment ce que toi, tu estimes. Moi, toi, par exemple, tu vas dire que toi, tu penses que c'est 18 $ et moi qui coiffe, je vais dire non, non, moi, c'est 25. Donc, c'est vraiment toi qui décides de comment tu fixes le temps. Il y en a, je trouve que la technique avec le salaire minimum n'est pas mal. On peut déjà se dire que moi, je sais que je me rémunère au salaire minimum ou, ou peut-être plus, hein. Tu peux dire, je sais que le salaire minimum par heure, il est de 18 $, mais j'ajoute quand même un 3 $, ça me fait 21 $ minimum, je me rémunère avec ça. Et donc après, tu fais la même opération que j'ai expliquée. Donc ça va vraiment dépendre de toi. J'espère que je réponds à la question. Alors, je vais repartager l'écran parce qu'il est déjà 19h30. Ça passe vite. Alors, ça, nous avons vu. Alors, construire une stratégie marketing simple et efficace. Évidemment, on est à l'ère des réseaux sociaux, c'est très important les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, si vous vendez quelque chose, il faut que les gens soient au courant. Moi, je suis partisane de dire qu'il y a le bouche à oreille, word of mouth, qui fonctionne très bien, mais il doit avoir les réseaux sociaux avec, donc le marketing. Euh,
même le meilleur produit ne se vend pas tout seul. Et il faut trouver les clients, je ne sais pas pourquoi j'ai mis clientes, mais c'est les clients et savoir comment leur parler. C'est pourquoi qu'il est important que vous ayez une stratégie marketing. Et la stratégie marketing, généralement, elle va, elle va avec les 4 P qu'on appelle le marketing mix. Donc, je pense que peut-être que vous en avez probablement entendu parler, c'est très commun. On a les 4 éléments. Produit, prix, place, promotion. C'est les mêmes termes en anglais, product, price, place and promotion. Donc ça, c'est nos 4 P. On va aller se demander, pour chaque élément, on va aller se poser une question et je vous ai mis un exemple concret. Produit, qu'est-ce que je vends? Moi, j'ai mis box goûter des services en plomberie. J'avais pris cet exemple-là parce que la semaine passée, on avait un participant qui était dans la plomberie. Prix, combien ça coûte? 30 $ par box, 90 $ de l'heure. Place, donc où et comment je vends? Je vends en ligne, je vends dans les magasins, je fais des marchés locaux ou si j'ai des services de plomberie. Bah, c'est en présentiel, je vais vendre dans des salons professionnels, je vais vendre à travers Internet. Voilà. Et la promotion. Comment je fais connaître mon offre? Comment moi qui vends des box goûter pour les enfants, pour les adultes, comment les gens vont être au courant que ma société, elle existe? Je vous l'ai dit, réseaux sociaux, bouche à oreille, partenaires locaux, salons professionnels. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, je vous invite que lorsque vous allez créer votre stratégie marketing, que vous vous intéressez à ces 4 P. C'est la base, le marketing mix. C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller plus en profondeur, mais pour moi, vous avez la base, c'est une très bonne base pour commencer à travailler votre stratégie marketing. Donc là, on a vu comment on construit son offre. On la définit, on fixe son prix selon les règles et puis on va aller construire sa stratégie marketing selon les 4 P. Donc, moi j'aime bien qu'il y ait un côté pratique à la fin et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet, si c'est un projet qui est en train d'être réalisé, si c'est juste une idée, si vous êtes déjà même dans le business, donc vous avez lancé votre entreprise. Je vous invite à poser des actions dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui disent non, mais moi j'ai un projet, mais les semaines passent, les mois passent, les années passent, et la personne, quand vous la voyez, elle va toujours vous dire j'ai un projet, mais elle n'est jamais passée à l'action. Donc, moi, je vous invite dès à présent à mettre des actions en place cette semaine, avant la semaine prochaine, pour que votre projet avance, même si c'est une idée. Je vous ai mis des actions simples. Ça peut être le fait d'ouvrir une page Instagram ou bien Facebook avec des photos professionnelles. Euh, Ça peut être aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres si vous êtes déjà en affaires, créer des vidéos YouTube. Vous pouvez créer du contenu, des démonstrations si vous êtes dans la plomberie. Oula. Tut, tut, tut. Des recettes, à aller chercher des témoignages clients. Ça, je fais un zoom dessus. On, on oublie très souvent que lorsqu'on vend quelque chose, on oublie d'aller en fait chercher le témoignage. Je vous invite à le faire parce que c'est très important. Les retours clients. Les gens veulent en fait avoir les avis de vos clients. Allez faire des partenariats
locaux. Donc si tu proposes des formations en cybersécurité, va voir un OBNL et puis tu vois avec eux pour leur offrir une première formation. Si tu vends des produits, il faut aller les exposer en tout cas, ou bien participer à un événement communautaire ou professionnel. C'est des exemples évidemment d'action, mais c'est tout simplement pour vous pousser à passer à l'action. Parce que j'ai accompagné, comme en fait je vous ai mentionné, plusieurs entrepreneurs et passer à l'action, c'était compliqué. On parle, on écrit, on fait, mais passer à l'action, c'est ça qui fait que ça devient concret. Alors, dernier point, on est à l'organisation de l'exploitation. Ça, c'est la partie plan d'opération. Je vais arrêter mon partage et je vais vous partager le modèle de plan d'affaires de la BDC. Donc c'est ça, je vais grossir. Comme en fait je vous l'ai mentionné, c'est le modèle de plan d'affaires le plus commun au niveau du Canada parce que la BDC, c'est connu comme étant la banque des entrepreneurs. Donc là, on va pas aller, il y a votre logo. Donc là, c'est le résumé. Donc là, c'est votre sommaire exécutif qu'on a vu la semaine passée, il y a 2 semaines. Donc ça, c'est la partie 1. Mais c'est simplement pour vous dire que avec ce qu'on vient de voir, je vais plutôt aller comme ça, vous pouvez compléter la partie vente marketing qui est à la page 11. Clients, fournisseurs, publicité et promotion, établissement des prix et distribution, politique de service à la clientèle, etc., si c'est applicable. Mais généralement, ça l'est. On n'a pas vu ce point-là précisément, mais ça rentre avec la stratégie de vente et marketing. Donc, vous serez en mesure de compléter cette partie-là juste avec les éléments que l'on vient de voir. C'est pas, ok, c'est peut-être pas profond, mais vous avez de bonnes bases. Donc là, on va aller voir tout ce qui est le plan d'opération. Donc la page 13, etc. On va aller voir cette partie-là. Est-ce qu'il y a les employés? Je ne sais plus, mais c'est ça qu'on va aller voir. Non, il n'y a pas les employés. Alors, organisation de l'exploitation, donc le plan d'opération. Ça va être tout ce qui concerne la partie opérationnelle, évidemment. Où vas-tu produire ou bien délivrer ton offre? Est-ce que c'est un local physique, à domicile ou en ligne? Qui travaille avec toi? Si, est-ce que vous travaillez seul, avec des associés, avec des sous-traitants? Donc ça, c'est la partie plan d'opération du plan d'affaires. Ça va être ces informations-là qu'il va falloir que vous alliez compléter. Les fournisseurs. Où où vous trouvez les matières premières lorsque vous produisez un produit. Lorsque vous vendez un produit, je vends mes plats africains. C'est qui mes fournisseurs? Chez qui je vais aller acheter mon riz, mes légumes, etc. Logistique, si c'est le cas, comment vous livrez? Par exemple, étant donné que je vends des plats, je propose de la livraison. Est-ce que c'est moi-même qui l'a fait? Est-ce que je passe par des plateformes? Comment je gère les commandes? Est-ce que les gens commandent sur une application, sur un site internet? Est-ce qu'ils appellent? Est-ce que comment c'est? Comment je gère les commandes? Donc la partie logistique. L'équipement, de quoi j'ai besoin pour délivrer mon offre.
J'ai besoin, si je fais des plats, j'ai besoin d'une cuisine. Donc la cuisine, il faut qu'elle soit équipée. Il faut qu'il y ait une cuisinière, il faut qu'il y ait un frigo, il faut qu'il y ait des freezers, il faut qu'il y ait des couteaux, il faut qu'il y ait tout ça. Et même si je vends, et même si je vends des services comme des formations, ça va être, bah, il me faut probablement, il me faut un casque, il me faut un micro, il me faut un ordinateur, il me faut des logiciels. Et c'est quoi les équipements? Et évidemment, à la fin, la conformité avec les lois provinciales et fédérales. Parce que, rappelez-vous, et vous le savez, rappelez-vous, mais que vous devez être conforme aux différentes lois. Ça, moi, j'ai pas besoin de le préciser. Je vous ai mis donc un exemple avec mon partenaire. On prépare nos plats, où ça, dans une cuisine professionnelle pour répondre aux exigences provinciales. Je précise que en Ontario, lorsque vous voulez préparer des plats avec de la viande, normalement, vous devez aller vous devez aller dans une cuisine professionnelle. Quand vous vendez des plats avec de la viande, ils doivent être préparés dans une cuisine professionnelle. Donc les exigences provinciales et on achète nos matières premières chez un grossiste de la ville et enfin on livre via Uber, non, via Uber Eats. Donc ça c'est un exemple. Évidemment, dans votre plan d'affaires, pardon, vous n'allez pas mettre cette simple phrase. Donc, si on va dans la partie, c'était la partie 11, je crois. La page 11. Ah, on en est. Bah là, on est plan d'opération. Ce qui est bien avec le modèle de la BDC, je pense que vous le voyez, c'est l'emplacement de l'entreprise. Donc, pour cette partie, tout, tout est indiqué. Donc, vous pouvez juste taper votre texte, mettre des tableaux, bien des choses comme ça, mais vous voyez que tout est indiqué. Vous avez même pas besoin de vous poser la question, c'est quoi? Tout est indiqué. Les équipements, tout est indiqué. Les besoins en matière de technologie et d'investissement, c'est pareil, tout est indiqué. Les conformités, bon ça c'est on ne l'a pas vu, mais c'est simplement pour vous dire que sur le plan d'affaires de la BDC, je l'ai dit la semaine passée, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes, tout est tout est tout est indiqué, tout. Donc c'est très simple. Je vais reprendre ma présentation. Ça, c'était un petit exercice pratique parce qu'il est 19h44. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais c'était juste un petit exercice pratique. Vous savez que moi, je suis très dans la pratique de savoir bah, c'est quoi de commencer à travailler sur votre marketing mix et l'exploitation. Donc, les éléments et puis vos réponses. On n'a pas le temps de le faire, mais je vous invite encore une fois à le faire parce que ça, bah, vous allez avancer à petits pas. Et enfin, pour conclure, une offre claire, c'est un produit compréhensible et différencié. Un prix réfléchi, c'est un prix où on ne travaille pas à perte. Donc, on a vu que il nous fallait présenter une offre claire et un prix qui est réfléchi. Donc, on ne fixe pas ces prix au hasard. Une stratégie marketing simple. On sait
où trouver nos premiers clients, comment s'adresser à eux et avoir un plan d'opération clair euh, où on sait où le lieu et comment on va produire et délivrer notre offre. Désolée pour la faute d'orthographe, là j'ai oublié l'accent sur le U. Ah, et donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou Merci, Emma, pour la présentation. Je veux juste savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer que son message marketing est clair et cohérent et va attirer les bons clients. Alors, la meilleure des solutions, c'est de faire un test. En fait, avant de ce qu'on propose toujours, c'est lorsqu'on a travaillé son offre et qu'on a un prix, on va aller tester son marché. Donc, on va aller faire des événements, on va aller sur les réseaux sociaux et on va voir comment les gens réagissent. Ou soit, ce que les gens peuvent faire, c'est avec l'étude de marché, c'est de préparer un sondage et de voir quels sont les prix que les personnes sont prêtes à payer. Généralement, il y a une question qu'on met et qu'on dit si vous devez par exemple faire appel à un traiteur, quel serait le prix moyen par personne que vous serez prêt à payer pour entrée, plat, dessert? Est-ce que c'est entre 15 et 30? Est-ce que c'est entre 30 et 45, et cetera? Ça donne une idée, par rapport aux personnes qui vont répondre. Ça, c'est déjà une première chose, mais pour avoir vraiment, la réponse entre guillemets «définitive», c'est d'aller sur le marché et de tester son offre. Là, les gens, ils vont vous dire si c'est trop cher, si c'est peu cher ou bien si ça leur convient. Et je précise, Karine, avec ta question qui nous intéresse tous, c'est c'est de tester son produit auprès de la bonne cible. Parce que si vous ne le testez pas auprès de la bonne cible, il se peut que les personnes vous disent, bah, en fait, c'est trop cher, mais c'était pas la cible de base. Voilà. Ok, Lina, les cours 1 et 2 sont enregistrés. Donc, si tu peux me donner ton adresse courriel, je peux les partager avec toi. Ok. Ok, merci beaucoup pour la réponse, Emma. Alors, est-ce qu'on peut poser une question? Oui, Oui. bien sûr. Oui, dans la présentation, j'ai vu quelque part où elle a dit de faire tisser des partenariats avec pour exposer les produits dans les grandes surfaces, tout ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une stratégie, puisque là, on est en Amérique, là, ça se passe pas comme dans nos pays d'où on vient. C'est assez facile. Ici, comment est-ce qu'on s'y prend, en fait? Parce que quand je vais, par exemple, à Costco, j'ai tout de suite une idée de pouvoir créer donc un partenariat, demander comment est-ce qu'on peut exposer ces produits, des échantillons, mais la démarche ne l'est pas vraiment. Quand je vais sur le site, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Très bonne question. Est-ce que ton prénom c'est Cassie ou c'est ton nom de Oui, famille? c'est Cassie, Ok, Sonia. Sonia. ok. Très, très bonne question, Sonia. La chose à faire, c'est d'aller rencontrer la direction. J'avais suivi un programme de formation à Toronto qui était sur l'entrepreneuriat. Il y avait une personne qui était venue parler d'une entreprise et comment en fait elle nous a raconté son histoire. Cette dame faisait des
pâtisseries, des espèces de brownies au chocolat chez elle. Elle les vendait. Ensuite, elle a pris un local. Elle les vendait dans une boutique, donc. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est que elle est partie chez Loblaws, dans un Loblaws. Et ce qui est bien avec les différents, avec les épiceries, c'est que généralement, ce sont des indépendants. Ils sont sous le chapeau du groupe, mais ce sont des indépendants. Elle est allée voir Loblaws, le directeur. Elle lui a proposé ses produits. Elle a dit, moi, je fais des brownies ou j'aimerais voir comment je peux les vendre chez vous. Bien évidemment, il faut être en règle. Il faut que tout soit correct au niveau de l'hygiène et tout ça. Donc elle, en fait, elle avait déjà sa boutique, donc elle était en règle. C'est pas, bah, je l'ai fait chez moi et puis après je vais chez Costco. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais donc elle est partie chez Loblaws. Elle a demandé à voir la direction. Elle leur a fait tester les produits. Elle a fait son pitch, etc. Le directeur, à l'époque, c'était en 2017, lui avait dit, OK, bah, on fait juste pour une semaine. Elle a fourni pour toute une semaine. Elle venait tous les jours donner des brownies. Ça a été un carton plein, apparemment. Et cette femme-là, elle a signé après un contrat avec ce Loblaws-là. Et il me semble que elle a même commencé à fournir d'autres Loblaws. Mais tout simplement pour te dire qu'il faut y aller parfois au culot. Et, et d'autres fois, ce que moi je t'invite à faire, c'est les salons professionnels ou même les réseautages. Je me rappelle que lors d'un réseautage, j'avais rencontré euh, le directeur adjoint des produits du groupe qui a Maxi. Je crois que c'est Sobez, c'est le groupe Sobez. Je l'avais rencontré durant un réseautage. Donc ça, c'est des personnes que tu peux rencontrer et puis vous échangez les contacts, tu les relances, tu insistes pour un rendez-vous et puis tu places ton produit. Mais rien ne t'empêche là, dépendamment de ce que tu vends. Et évidemment, si tu vas chez Costco, là, il faut que ton produit soit fini. Il soit, il, il faut que ton produit soit carré. Tu vas les voir, tu demandes à voir la direction, tu demandes comment ça se passe, et puis ils te diront. Après, est-ce que parfois Costco, c'est dépendamment des Costco, je sais qu'on trouve pas les mêmes choses. Donc, c'est peut-être le même principe que Loblaws. Il y a pas de je peux pas te dire: «Faut faire comme ça». C'est juste que tu dois faire des réseautages, tu dois fouiller, tu dois faire plusieurs choses. Ok, Mais j'espère que ça va t'aider. si, si. Merci Juste beaucoup. à titre, d'information, tu vends quoi? C'est quoi ton Donc, j'ai projet? des vêtements africains et des sacs africains avec la marque de mon entreprise. Et t'aimerais les vendre chez Costco? Oh, pas forcément, je sais pas. Mmh. Je passais comme ça et puis j'ai eu l'idée, ça m'est venu de pouvoir faire cette approche-là aussi, pas forcément Costco seul, même Walmart aussi, pouvoir exposer les produits africains. Oui, alors ça après, c'est une bonne idée. Il faut vraiment que ta marque soit carrée. Je connais une entrepreneur qui est à Montréal, qui a sa marque qui s'appelle, sa marque de produits capillaires, c'est Royalty Natural. Elle vend chez Walmart, dans quelques Walmart, au niveau de Montréal, au niveau de Laval. Elle a sorti l'information il y a comme 2 3 semaines. Mais sa marque, elle a un local, elle produit, c'est carré là. Elle a elle a la certification que c'est fait au Québec et tout ça. Enfin, il y a plein de choses
auxquels il faut que tu arrives avant d'aller voir les gros, là, surtout les Walmart et tout ça. Mais ce n'est pas impossible, Ok, merci beaucoup. pas de problème. Il y a Lina qui dit, par exemple, moi, je veux lancer un branding of hijab en clothing. Est-ce que je verrai, est-ce que je verrai faire plusieurs ou bien des modèles, même s'il n'y a pas de vente, ou bien les nouveaux produits après de vendre les premiers? Alors, je pense que j'ai compris ta question, Lina. Je pense que tu dis donc tu veux lancer ta marque de hijab et tu demandes si tu dois faire plein de modèles différents, heu ou soit si, alors soit tu fais plusieurs modèles et tu les vends, ou soit si tu en fais peut-être un 2 et tu attends de les vendre pour en faire des nouveaux. J'espère que j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, tu me le dis dans le chat please. Moi ce que je conseille quand c'est des marques de vêtements, surtout lorsque tu fais 3 fois la même chose, parfait, j'ai bien compris. C'est que, enfin, quand tu fais par exemple, toi, c'est des hijabs. Moi, je te conseille d'avoir 3 modèles d'hijab. Pourquoi 3? Parce que dans la tête de l'homme, psychologiquement, on a été, programmé, si je peux dire ça, avec 3 choix minimum. Si tu mets 2 choix, ce n'est pas assez. Enfin, si tu mets, 2 modèles, ce n'est pas assez. Un, n'en parlons pas. Quand c'est les vêtements, et tout ça, c'est bien d'avoir 3. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est mon conseil et j'ai pas enfin, tu me demandes mon avis. Moi, c'est que tu fasses 3 modèles de hijab différents et quand je dis 3 modèles, ça peut être le même modèle, mais 3 couleurs différentes, hein. Ça peut être là d'ailleurs, c'est peut-être mieux pour optimiser tes coûts. Mais c'est d'avoir 3 choix et ensuite, quand tu verras si ça se vend, rajouter des nouveaux produits. Voilà, pas de problème. Alors il est 19h58, s'il n'y a plus de questions, hem, je vais laisser Karine clôturer et oui. Et merci beaucoup, Emma, et merci à tout le monde pour votre participation. Et je suis sûre que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, le replay de cette session sera disponible sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez me les envoyer à kangoma@nobi.ca ou bien vous pouvez les envoyer directement chez Emma. Et merci encore. On se revoit la semaine prochaine où on aura la dernière session, la quatrième session sur le plan d'affaires. Donc, ça sera sur les bases du plan financier et mise en forme du plan d'affaires. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci. Mmh.